l'indique d'abord le mot durable. C'est une paix solide, une paix inébranlable basée sur l'amour du prochain, basée sur la compréhension mutuelle et le bon vivre ensemble. Je voudrais aussi aller un peu dans la Bible, parce que à la création, la Bible nous révèle que Dieu a créé le monde et tout était bien et en paix. Il a créé l'homme et la femme. Lorsque Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden, c'était dans une paix où on pourra dire c'est la paix du cœur, la paix d'esprit. Et l'entourage même était en paix parce que nous, d'après les écrits, même les oiseaux, les animaux étaient en paix. Et c'est vraiment la paix que le monde aspire, la famille aspire. Voilà. Ok, Monsieur Moukassa, avez-vous un complément par rapport à la définition présentée par Madame Manda? Effectivement, à l'entame de cette émission, vous avez cité la doctrine sociale de l'Église. Et effectivement, la doctrine sociale de l'Église nous dit que la paix est essentiellement un attribut de Dieu. Et effectivement, elle cite la Genèse et aussi dans le livre des Juges, au chapitre 6, je pense le verset 24, on dit clairement le nom de Yahvé, c'est Yahvé paix. Donc, c'est dans le destin, dans le projet de Dieu pour que tout soit harmonisé. Et elle a cité dans la création. Et à la fin, on dit dans le livre de la Genèse que Dieu a trouvé que tout cela était bon. Et même les scientifiques le disent, Albert Einstein qui dit effectivement que la petite molécule est bien harmonisée dans l'air. Donc ça fait que tout est très bien harmonisé, tout est fait dans la paix intérieure, mais dans une complémentarité qui fait que tout est calme, tout est beau, et c'est dans cet élan, voilà, que Dieu aussi invite chaque être humain à pouvoir entrer dans ce projet, dans ce destin qui est la construction de la paix. Et on définit aussi les cieux que c'est un monde tranquille de paix. Donc voilà ce que je pourrais ajouter un peu à ce que Madame a dit tout à l'heure. Madame Sobdubé, je vois comment il est difficile de prendre la parole après trois personnes pour répondre à la même question. Allez, vous essayez alors. Moi, je ne vais pas aborder ça du coin religieux, mais la paix intérieure. La paix est en nous d'abord. Bouddha dit que la paix est à l'intérieur de nous, ne la cherchons pas ailleurs. Non, il faut que la paix soit en nous. Elle va s'exprimer et c'est l'expression de cette paix qui est en nous là, qui peut maintenant contaminer nos voisins. Et quand on prend déjà son voisin, sa voisine en charge, quand on s'occupe déjà de son univers, c'est vraiment ça l'expression de la paix. Moi, ma mère est musulmane. Je suis chrétienne, je suis évangélique, maman musulmane. Mais maman, elle n'est plus de ce monde, mais je parle d'elle au présent parce qu'elle avait l'habitude de nous dire, quand tu vas mourir, tu arrives auprès de Dieu, Dieu va te demander les nouvelles de tes voisins. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, comment ils vont. Et alors, si tu n'es pas en paix avec eux, que diras-tu à Dieu alors? Finalement, elle a abordé dans le sens religieux, même si... Oui, Dieu est partout, hein. Dieu est partout, Dieu est dans tout. Mais deux fois, les religieux veulent tout laisser à Dieu. Ils ne veulent pas faire des efforts. Non, l'homme doit faire vraiment des efforts pour que la paix puisse être concrète. Voilà ce que moi je peux dire. Alors, comme vous avez la parole, monsieur le journaliste, est-ce que cette paix-là existe? Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Dans nos lieux de travail, est-ce que vraiment cette paix-là, avec tout ce qu'on voit, les tueries, les méchancetés, voilà. Alors, peut-être pour
ne pas répondre à votre question, puisque c'est moi qui pose des questions ici, dites-moi, est-ce que la paix est-elle vraiment essentielle pour cette société? Et peut-être aussi pour reprendre votre question, dans le contexte du Tchad, est-ce que cette paix existe? Bon, peut-être pour arracher la parole. Oui, allez-y. Bon, je vais m'appuyer toujours par rapport à la doctrine sociale de l'Église. Hein. La doctrine sociale de l'Église dit que les fondamentaux de la vie sociale, ce sont la justice, c'est la liberté et la vérité. Et les fruits de la justice, le premier fruit de la justice, c'est la paix. Et donc, dans un environnement où il n'y a pas de justice, on ne peut pas dire qu'il y a de paix. Et je suis bien content qu'elle ait commencé par définir la paix au niveau intérieur, parce que la paix, avant que ça réjaillisse dans la société, c'est un effort personnel. C'est à l'intérieur de soi qu'on construit la paix. Et c'est cet effort intérieur qui fait que ça réjaillisse sur notre communauté, sur nos voisins. Donc, et il y a beaucoup des arcanes qui font qu'on ne peut pas vivre en paix. Et on n'a pas la paix. Je parlais tantôt de la justice. Dans une société, dans un environnement où il y a l'injustice, on ne peut avoir de paix. Dans une société où on ne peut pas s'exprimer librement, où il n'y a pas la liberté, où on opprime la vérité, il ne peut y avoir de paix. Donc, c'est trois qui servent de trépied à la paix. Si ce n'est pas bien posé, on ne peut citer véritablement une paix. Voilà. Oui, mais pour compléter ce qu'il vient de dire, je prends un exemple. Dans un lieu de service, un chef dit à son collaborateur, si ce n'était pas le travail qui nous a mis ensemble, est-ce qu'on peut dire qu'il est plus supérieur que l'autre? Et si vraiment on vit de telles situations, je ne sais pas où est la place de la paix là. Toi, un être humain, tu te crois au-dessus d'un autre être humain. Est-ce que tu as 4 pieds? Est-ce que tu as combien de bouches? Tu es un être humain, comme tout autre. Hein? J'ai fait un voyage. Je vais taire le lieu de ce voyage, mais il nous est arrivé de nous embarquer avec une famille. Ouais. Et la famille dit non, que je ne dois pas. Voilà. Être de l'équipe. Oui. Parce que vous êtes différente. Ou bien. Voilà. Donc, il faut qu'on s'accepte. Il faut vraiment la paix. Quand tu te vois au-dessus de l'autre, moi, je pense que tu ne peux pas s'aimer le grain de paix. Prenons l'exemple de la circulation ici chez nous. La circulation. Quand on est sur le goudron et quand c'est pendant la saison de pluie comme maintenant, je ne sais pas combien de voitures nous avons ici chez nous, ici dans cette ville à N'Djamena. Mais quand le goudron se remplit, tu ne peux même pas avoir un espace pour cracher. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Quand chacun veut seulement penser à soi, tu ne veux pas penser à ton prochain. Moi, je pense que c'est difficile de parler de paix ici. Je vois Mme Manda qui est l'élève qui brûle de prendre la parole. Allez, on vous donne la parole. Alors, en réalité, la paix, elle est inhérente à tout autre être humain. Pardon. Alors, sans la paix, nous ne pouvons pas parler de la société. Pas du tout. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Et pourquoi pas condamnés à vivre ensemble? C'est pourquoi nous devrons plutôt prôner la culture de la paix. Dieu a dit, nous devrons nous aimer les uns les autres. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Puisque nous sommes les créatures de Dieu, musulmans, chrétiens, nous avons un seul Dieu. Alors si nous prétendons aimer Dieu, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aimer notre prochain. C'est vrai, il y a les réalités qui prouvent le contraire, mais le chrétien, il vit toujours de l'espoir. Si je devrais commencer par partager cette paix dans ma famille, c'est la paix de la famille qui va s'étendre maintenant. Les familles sont en paix,
la société en paix, le pays aussi sera en paix. Ouais. Et c'est cette paix-là que nous aspirons. Et chacun de nous doit fournir l'effort à aimer son prochain. Quelquefois, on trouve que peut-être les colonisateurs ont mal fait de nous unir, de faire en sorte qu'on se retrouve dans le même territoire. Tout comme on peut dire, Dieu a mal fait le choix pour que je puisse être dans telle ou telle famille. Mais le fait qu'on est déjà ensemble, on doit s'accepter dans l'amour, dans le respect mutuel et aussi dans le partage des idées afin que le pays puisse prospérer, notre famille soit solide. D'accord. Voilà. Alors, comme tout le monde est chrétien, presque religieux, on dit quelque part que la famille est l'église domestique. Et comme étant la première école des enfants, quelles sont les valeurs qu'une famille peut transmettre à ses enfants? Monsieur Moukassar. La famille, comme vous l'avez dit, la famille est la cellule de base, non, de l'Église, mais c'est aussi la cellule de base de la société. Parce que, ou on pourrait encore dire que la famille, c'est la société en miniature. Donc, dans la famille, on apprend la gestion des conflits en famille. On apprend à communiquer en famille. Parce que dans la famille, il y a des petits conflits qui se passent entre papa et maman, entre les enfants. Et les enfants, le plus souvent, observent ce que le papa et la maman font. Ça dépend. Si le papa ou la maman gèrent leur conflit par des injures, par des coups de bâton, les enfants ne peuvent acquérir que dans la tête qu'on résout les problèmes qu'avec des coups de bâton, qu'avec des injures. Mais si le papa et la maman communiquent, montrent jamais aux enfants que c'est par la violence qu'on résout les problèmes. Et d'ailleurs, dans l'Église catholique, on nie complètement la violence parce qu'on dit que la violence ne résout jamais un problème. Et la violence, l'Église catholique traite la violence comme un mensonge. Parce que dans la vérité, on ne peut pas, même si aujourd'hui le monde prône qu'il faut avoir beaucoup d'armes pour résoudre des problèmes, en réalité, ça ne résout pas les problèmes. Et dans les familles nous apprennent le respect mutuel, le respect de l'autre, savoir communiquer avec le reste, savoir respecter ses aînés. Tous ces éléments contribuent à ce que l'enfant qui sort d'une famille équilibrée, qui sait communiquer, où ses parents ont prôné la non-violence, cet enfant, nécessairement, quand il est dans la société, il va prôner la paix, il va prôner ces valeurs qu'il acquiert. Donc, ce sont des valeurs qu'on peut déjà acquérir au niveau de la famille. Mais si dans la famille, on montre que l'homme, toi, tu es plus grand que l'autre, c'est dit même dans la famille déjà, on montre qu'on peut bafouer la dignité de l'autre parce que toi, tu es issu d'une société plus classique, plus grande, et que l'autre est un sous-homme, ainsi de suite, où les voisins ne sont pas respectés, ainsi de suite. Ça ne permet pas à l'enfant d'acquérir certaines valeurs qui puissent contribuer au niveau sociétal pour la construction de la paix. Madame Manda, vous voulez réagir? Ok, je voudrais aussi compléter. La famille est vraiment la première école, dans la mesure où c'est dans la famille qu'on peut transmettre les bonnes valeurs aux enfants et aux membres de la famille. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 22, le verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera jamais. » Alors, cette parole en dit beaucoup de choses. Nous avons la transmission des valeurs telles que la dignité, le respect, la bienveillance, la patience. C'est des choses que nous apprenons aux enfants dès le bas âge. Si nous formons nos enfants dans la violence, ils ne peuvent qu'appliquer ça dans la société. Généralement, aux mères, on dit qu'il ne faut jamais acheter comme jouet une arme pour remettre à un enfant. Lorsque l'enfant s'habitue à l'arme, quand il sera grand, il ne peut que chercher l'arme et commencer à essayer comme il le faisait
lorsqu'il est enfant. Alors, c'est ce que tout parent devrait chercher plutôt à encadrer cet enfant dans une voie où il ne peut jamais se détourner. Et cette voie pourra aussi agir plus tard dans sa carrière lorsqu'il sera un adulte. Donc, nous devrons chercher à transmettre des valeurs positives dans cette école qui est autour des parents, des papas, mamans et les enfants. Okay. Aujourd'hui, c'est le contraire. Hein. Nous voyons plutôt que nos enfants sont à la rue. Ils sont dans la rue, il n'y a pas de suivi, le parent n'a pas le temps, les enfants sont confiés plutôt aux personnes qui ne sont pas censées de leur transmettre ces valeurs dont nous attendons d'eux. Et nous faisons face maintenant à un problème d'éducation où nous pouvons parler des éducations peut-être ratées parce qu'on n'a pas pu jouer notre rôle dans la famille en tant que parents. Donc nous avons intérêt à commencer cette école de manière dont nos progénitures, les membres de la famille puissent être des exemples lorsqu'ils seront dans la société. Oui, Maman Masto, mais est-ce que vraiment les membres de nos familles sont des exemples? Voilà, c'est la question que je voulais moi, je pense qu'on dit plus dans la bouche, mais dans la pratique, c'est autre chose. Oui. À l'église, on peut bien parler. Oui, la paix, la joie, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Mais quand on vient dans la société, pour être pragmatique, vraiment c'est compliqué. Voilà. Les musulmans vont dire autre chose. On est souvent dans les mosquées, mais après, dans la pratique, c'est autre chose. Les chrétiens aussi vont dire, ouais, aime ton prochain comme toi-même. Mais quand on est ensemble, on voit le contraire. Est-ce que nos cœurs ne sont pas loin de ce que nous disons? Il faut qu'on associe nos actes à nos paroles. Ouais. En réalité, moi, je pense qu'il y a un préalable à cette paix-là. Et ce préalable se trouve au niveau de la société. Parce que s'il y a un déficit économique, s'il y a un déficit au niveau de la justice, on peut beau construire la paix dans les familles, mais en réalité, sur le terrain, ça serait difficile. Tu peux beau éduquer ton enfant à ce qu'à l'intérieur de lui, il acquiert ces valeurs que j'avais citées tantôt, mais quand il finit son diplôme, il a besoin de l'emploi. Mais quand dans la société, il n'y a pas l'emploi, ça crée des frustrations. Quand son père, pendant tout le temps, par exemple, a des difficultés, un simple exemple, de rationner la maison, un déficit au niveau des finances, ça crée un stress financier qui fait qu'à un moment donné, il y a des déficits émotionnels même dans la famille. Alors, sans se rendre compte, on développe une tension au niveau même familial. Parce que le papa arrive, il a la pression financière et il a la pression aussi des attentes de la société. Et quand il arrive à la maison, il veut bien. Mais à un moment donné, sans se rendre compte, il va élever le ton sur ceci ou cela. Ça fait qu'à un moment donné, on transmet sans le vouloir, à cause de la pression de la société, on transmet sans le vouloir des déficits émotionnels à nos enfants. Vous voulez résumer tout ça à l'injustice. Mais l'injustice vient d'où? C'est de la société. Non, en fait. Bon, en tant que... Oui, pour vous repasser la parole, à vous écouter, est-ce qu'on peut dire que les valeurs traditionnelles n'entrent-elles pas en conflit avec les valeurs religieuses et ce que nous vivons actuellement en ville? Vous avez évoqué le cas de jouer avec une arme. Je voulais, comme Mme Sobdibé, vous donner un exemple peut-être pour vous permettre de mieux répondre. Je vais taire le nom de la ville. J'étais parti en mission dans une province du pays et je devais attendre un guide qui faisait encore son couchage. J'étais là dans la voiture, j'attendais qu'il sorte. Il y avait des enfants qui jouaient au pied, à côté de la voiture, je les observais.
Et du coup, il y a un conflit entre eux. L'autre a tapé sur son frère. Il a tenté aussi de répondre. Il a eu un autre coup plus fort. Il s'est mis à pleurer. Et puis, il s'est mis à courir vers la maison. Moi, je le regardais. Ah, qu'est-ce qu'il va prendre pour revenir? Le gars, il va à l'intérieur. Excusez-moi de vous dire la vérité. Peut-être les gens ne vont pas me croire. Il va, il traîne un obus de bazooka qu'il ne peut pas soulever. L'enfant avait encore entre 4 et 6 ans. Terrible. Il ne peut pas soulever, mais il le traînait à terre, il est sorti avec. En voyant ce geste, je suis descendu de la voiture, j'ai appelé mon guide pour qu'il sorte très rapidement. Ouais. J'ai dit, mais regarde, ces enfants, ce sont les enfants de qui? Parce que c'était des villas administratives, les gens habitaient là. Mon guide est sorti, il dit, ah, mais tu connais, qu'est-ce qu'on va dire? Comment un enfant de cet âge peut comprendre que l'obus d'un bazooka peut l'aider à répondre au coup de son petit? Et comment se fait-il que cet obus se trouve dans une maison familiale? Ok. Cette situation trouve peut-être sa raison dans l'éducation de base. Voilà pourquoi je dis, est-ce que les valeurs traditionnelles que les familles transmettent ne sont-elles pas aussi sources? Effectivement, il y a un grand déséquilibre entre la transmission des valeurs traditionnelles et la culture de la paix. Parce qu'il y a des traditions qui inculquent plutôt aux enfants la violence. Par exemple, chez moi, dans une ethnie qui ressemble un peu à la mienne, on encourage plutôt l'enfant à être brave, à être brave face peut-être à un adversaire. On ne recule pas. On ne recule pas, même si on doit trouver la mort. C'est ça être homme. Et ça fait partie des valeurs traditionnelles. Voilà. Il y a des ethnies qui pensent peut-être que le vol est un acte de bravoure. Or, Dieu dit que tu ne voleras point. Mais lorsque un jeune garçon arrive à voler et s'en sortir sans problème, on dit que c'est un brave garçon. Et c'est le contraire des valeurs dont nous parlons qui nous amènent peut-être à la paix. Mais dans certaines cultures, c'est plutôt la violence qui est prônée. Alors, c'est là alors les contradictions que nous avons avec ce problème. Il y a deux niveaux, parce que il ne faut pas caricaturer aussi les cultures. C'est vrai qu'il y a des cultures qui encouragent la violence, mais quand on sait qu'on est africain en temps normal, l'Africain, ce qui est prôné dans notre culture, c'est la solidarité, la communauté, le sens de la communauté, le sens de la solidarité. C'est ce qui est prôné. Mais il y a des choses qui sont arrivées, qu'on pourrait dire des accidents dans l'histoire, qui fait qu'il y a certaines sociétés qui sont devenues un peu assises sur la défensive, ou plutôt elles sont restées un peu méfiantes, non, par rapport à l'autre. Ça, ce sont les accidents de l'histoire. Mais qui en réalité, quand je considère par exemple notre Tchad, notre pays, le Tchad, qui en réalité, ces accidents constituent véritablement une blessure dans notre histoire. Mais est-ce qu'il faut simplement s'arrêter à cette blessure-là et continuer de génération en génération à perpétuer cette violence-là par rapport à la culture ou l'autre? Je pense que nous avions la grâce de la religion, en citant la religion, qui nous apporte une autre manière de vivre ensemble. Et dans la religion, on prône le pardon, on prône la paix, on prône même l'altruisme, c'est-à-dire on élève l'autre, aimer son prochain comme soi-même, qui permet, en ce moment, on pourrait dire d'évangéliser un peu notre culture. Et on pourrait dire de nous ramener à notre culture originelle. Parce que au Tchad, entre-temps, je ne suis pas né avant l'histoire, mais entre-temps, je suis sûr qu'avant les événements qui ont amené les armes au Tchad, il y avait cette paix, il y avait au moins le vivre ensemble qu'on prenait. Et par exemple, quand on cite un bazooka dans une famille,
Mais qu'est-ce qui a amené ce bazooka-là? Ce sont les guerres qui ont amené ces bazookas-là. Et après les guerres, on est incapable de pouvoir se débarrasser de tout cela. Et quand on parle de la paix, on ne peut pas s'empêcher de parler de l'État, on ne peut pas s'empêcher de parler de la politique. Parce qu'en fait, la paix, et ceux qui construisent la paix, c'est effectivement les hommes politiques. Et donc, si on n'arrive pas à pouvoir nous débarrasser, moi, je vais parler mieux encore, comme je suis de l'éducation. Quand on prend la politique éducative du Tchad, les valeurs que le Tchad prône dans sa politique éducative, c'est la paix, c'est la justice, et c'est encore, comment on appelle, l'égalité, ainsi de suite. Donc, ces éléments, normalement, quand on est en éducation, c'est lui qui a donné la politique éducative, ce sont les hommes politiques qui devraient veiller à cela. Mais s'il y a dans une société 2 poids 2 mesures, où on fonctionne à 2 vitesses, ça veut dire qu'on ne pourrait pas construire une société véritablement. Et si un enfant est capable de savoir que ça, c'est une hobby qui peut tuer quelqu'un, ça, c'est déjà un danger. Oui, monsieur l'éducatif. Moi, je dirais, l'enfant, c'est la femme qui le prend dans son ventre. Ouais. Je crois qu'il faut commencer à communiquer avec les enfants dans nos ventres. C'est ça. Voilà, il faut les bénir. Quand ils vont sortir, il faut maintenant les accompagner. Maintenant, il y a des mamans, quand l'enfant déraille, on rit. Quand l'enfant ne fait pas bien, on essaye de l'accompagner de la bonne manière et il paraît que quelque part même la chicotte est interdite. Non, il faut qu'on accompagne nos enfants de la bonne manière. Quand l'enfant ne se comporte pas bien, il faut lui dire que ce n'est pas comme ça. Il faut prendre plutôt cette route. Il faut faire ceci, ne pas faire cela. Accompagner les enfants pour que les enfants développent un esprit de responsabilité. Alors, Madame Sobri, comment faire pour que toutes les familles aient cette vision de la chose? Alors que nous disions tout à l'heure qu'il y a les valeurs culturelles et traditionnelles qui, quelquefois, entrent en conflit avec les valeurs de paix que nous cherchons. Comment faire pour que les familles soient vraiment un véritable lieu de paix? Comme je dis, il faut toujours accompagner ce qu'on dit des actes. Voilà. Mais des fois, nous parlons bien dans nos bouches, mais à la maison, on n'a pas le temps vraiment d'être proche de nos enfants, on n'a pas le temps de les accompagner, on n'a même pas le temps de dire à un enfant qu'on ne fait pas ça. Comment cet enfant-là va grandir et va respecter les lois de son pays? Moi, je pense qu'il y a nous voyons nos enfants comme les œufs. Je le disais que, en fait, si la question de la justice dans la société n'est pas réglée, si la question de l'inégalité au niveau de la société n'est pas réglée, si la question même, l'injustice, ça va déjà même la question de l'emploi, la question simplement de la nourriture n'est pas réglée dans la société, il serait difficile qu'on puisse parler, même dans nos familles, de parler d'une véritable paix. Mais comme dit Mme Sobri, au niveau de base d'abord, les enfants au jeune âge, comment faire pour qu'entre eux et leurs voisins d'abord règne la paix? Quand monsieur l'éducatif, excusez-moi, quand il parle des inégalités, de l'injustice, quelqu'un qui a eu une très bonne éducation, est-ce qu'il peut être injuste? Est-ce qu'il peut ne pas aimer l'intégrité? Vous savez, voilà c'est l'histoire de l'éducation. Oui, madame, on vous a sévré de la parole depuis longtemps. On va vous donner la parole. Alors, le problème, c'est dans la famille. Je reviens toujours dans la famille. Oui. Nous avons peut-être joué notre rôle, mais on ne doit pas baisser les mains. Parce qu'aujourd'hui, pas assez. Tant que nous ne sommes pas arrivés à une société où on peut parler de la paix, les parents ont un grand rôle à jouer auprès des enfants. Aujourd'hui, c'est vrai, les enfants peuvent aussi s'éduquer ailleurs parce qu'il y a l'entourage, tout ça. Néanmoins, nous devrons faire notre part. C'est-à-dire, je reviens toujours dans la Bible.
nous devrons de jour en jour prier pour nos enfants. Parce que quand ils sortent, quand ils sont à l'école, ils sont en contact avec d'autres élèves, d'autres enfants qui n'ont pas peut-être eu la même éducation qu'on a donnée à la maison. C'est pourquoi nous avons intérêt à prier beaucoup pour nos enfants. Et la culture de la violence. Tout à l'heure, nous avons parlé de la tradition. C'est vraiment un grand souci. Parce que chaque famille sort de quelque part où nous avons nos origines. Nous vivons en Afrique dans une famille élargie où quelquefois nous sommes avec les grands-parents et ainsi de suite. Chacun veut éduquer l'enfant. Et des fois, on encourage plutôt l'enfant à la violence. Il ne faut pas se laisser faire. Dans telle famille-là, on a tué ton grand-père. Il ne faut pas collaborer. Il faut se venger. C'est-à-dire, l'enfant grandit avec cet esprit-là. Quelquefois, il est même perdu dans l'éducation, dans sa famille. Parce que d'une part, les vrais parents peuvent parler de la paix, mais de l'autre côté, il y a l'idée de vengeance. Et là, nous pouvons encore revenir sur l'éducation, surtout dans la tradition, où, par exemple, les enfants sont éduqués. Entre-temps, on parle de l'Afrique ancestrale, là, où on prépare, par exemple, les garçons au combat. C'est ce qui se faisait avant. Et les filles, on les prépare peut-être pour être des bonnes épouses. Mais maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On doit transcender toutes ces règles de la tradition, dépasser et avoir un esprit peut-être de pacifisme, de paix, afin que nous soyons toujours prêts à accepter l'autre comme notre prochain. Excusez-moi, Voilà. Dépasser. En fait, Vous parlez voilà. de cette ancienne éducation. Ouais. Moi, je suis née à Marjandafak. À Marjandafak, en 70, Ouais. on était dans une cour commune. Il y avait une dame du nom Hanaï, une dame Gourane. Mon père Moundang, peut-être que d'autres ethnies encore. Mais on était comme des frères et sœurs. Comme une On seule était famille. vraiment les neveux et les nièces de cette femme Gourane-là. Oui. Elle pouvait nous chicoter, elle pouvait nous envoyer aller me payer. Aucun problème. Aucun problème. Même quand on a quitté Marjandafak pour venir vers ces quartiers des sudistes qui se sont créés maintenant. Qui n'existait pas entre-temps. La dame là venait nous voir, nous aussi on partait. Oui, mais pourquoi? c'est ce que je disais en fait. Je disais parce qu'il y a tantôt, la c'est- guerre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais c'est- est-ce que cette guerre-là, nous ne pouvons pas l'enlever de nos têtes? Et voilà, c'est la question. Comment la famille peut-elle s'impliquer dans la promotion Pourquoi de ça la paix perdure? durable? Voilà la question que nous voudrons bien tâcher de répondre. Oui, M. Moukassa, vous avez la Moi, parole. je disais tantôt que dans les familles, il y a les béabas en termes de valeurs que les familles communiquent. Le respect mutuel, le respect de l'autre. Et chez nous, le respect, dans la société africaine, le respect de l'aîné, le sens de la communication, hein, et même le respect de la dignité humaine, qui déjà peut être communiqué au niveau de la famille. Donc ces éléments peuvent aider. Et pour parler, il y a, par exemple, pour prendre des exemples, il y a la communauté, par exemple, de Saint-Édidio, qui, à travers l'école de la paix, ils ont une formation qu'ils appellent École de la paix, qui, Saint-Édidio, c'est une communauté religieuse, religieuse. une communauté religieuse catholique, Ok. voilà, D'accord. qui est née à partir de certaines familles qui ont commencé, et puis après, c'est devenu une communauté religieuse, qui, ils ont des instances, par exemple, comme l'école de la paix, qui forment les enfants aux valeurs de la paix, et qui forment les familles aux valeurs de la paix, aux valeurs de la cohésion sociale, et ainsi de suite. Et ils ont œuvré beaucoup, par exemple en Mozambique, ils ont œuvré beaucoup pour la résolution des conflits. Cette communauté existe-t-elle ici au Tchad? Bon, je pense qu'il y a une bribe des personnes qui sont là, mais elle n'est pas vraiment impliquée. Je pense au Sacré-Cœur, à la paroisse Sacré-Cœur, il y a une communauté qui est là, mais qui n'est pas
très en vogue comme dans d'autres pays comme le Togo ou en Italie ou en Mozambique, comme je le disais tantôt, où ils ont vraiment œuvré pour la gestion des conflits et qui a vraiment aidé à ramener la paix. Et donc, au niveau des familles, si chaque famille se résout à montrer aux enfants l'utilité de la communication, l'utilité du respect mutuel, l'utilité de pouvoir valoriser l'autre, je pense que dans un bon, et l'école vient donner un appui, on pourra résoudre ce Et problème. ce qui se passe ailleurs ne peut pas se passer au Tchad. Pourquoi? Nous voyons l'exemple du Rwanda. Hein, c'était compliqué là-bas, mais maintenant, hein, on a tout refait. Et voilà. La fois passée au salon international N'Djamena en lettres, on nous a donné un thème. Les écrits tchadiens peuvent-ils construire une société inclusive? On a vraiment parlé ce jour-là, mais on s'est dit, est-ce que ce que les écrivains font comme œuvre ici au Tchad, est-ce que c'est parce que ça n'a pas de valeur ou bien parce que les Tchadiens n'aiment pas lire? Notre problème est où, nous les Tchadiens? Au fait, pourquoi la lecture n'est pas donnée aussi à tout le monde. Je le sais. Ce n'est pas donné à tout le monde de lire. Mais pourquoi? Même en dehors de la lecture, c'est-à-dire, même en dehors de la lecture, vous aviez posé des questions très essentielles. En dehors de la lecture, on a même la volonté de l'homme politique. Est-ce que la volonté de l'homme politique tchadien est de construire la paix? Ça, je ne pense pas. Parce qu'il y a les efforts qui sont faits pour construire la paix. C'est vrai, on a un ministère, ainsi de suite. Mais je pense que c'est plus du folklore que la réalité de mettre les actions pour consolider la paix. Parce qu'on peut mettre un ministère et on crée un fossé tellement grand dans les justices, ça ne peut pas marcher. L'autre chose, quand vous aviez apporté... Je voudrais qu'on revienne un peu dans la famille. Oui. Si on peut revenir un peu... J'ai l'impression que vous êtes en avance sur moi dans ce débat. Ok, je vous redonne la parole. Répondons dans la famille. Comment la famille peut faire pour vraiment... Dans la famille, il y a certaines barrières absolues. Oui. Que des fois, on trouve que c'est un peu compliqué. C'est pas quelle stratégie nous pouvons trouver pour que cela puisse sortir de notre esprit. Le problème des castes, par exemple. C'est-à-dire, tel est issu peut-être de la classe des forgerons, tels sont de la race pure, où il y a une barrière nette de collaboration. Quand j'étais sur le banc de l'école, j'avais traversé une situation dont je ne peux pas oublier. Nous étions en classe, en cours de mathématiques, où un élève était assis. Lorsque l'autre était entré, il est venu en retard. Bien qu'il est en retard, dès qu'il voulait s'asseoir, celui qui était assis s'est aussitôt levé. Le professeur dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Assis-toi. Il dit, non, les deux là, ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a forcé celui qui est debout de s'asseoir. Et lorsqu'il a essayé de s'asseoir, celui qui était assis là aussitôt s'est levé. Alors, on était obligé de suspendre les cours pour savoir le pourquoi. Et c'est comme ça qu'une voix va s'élever pour dire que les deux là ne sont pas appelés à rester ensemble parce que l'autre est forgeron. Il ne fallait pas. Et comme le professeur a insisté, c'est les élèves de cette classe-là, pure, étaient sortis. L'affaire va se transférer dans la famille. Et c'était une bagarre rangée, un problème qui va atteindre jusqu'à le chef de race. Mais en réalité, moi j'allais dire, vous avez pris l'école effectivement, l'école est un moyen pour briser ces inégalités. Normalement, l'école, on pourrait dire, l'école c'est un no man's land. L'école ne regarde pas tous ces petits détails. Mais si déjà les enfants eux-mêmes, ayant déjà incarné ces valeurs, savent qu'ils ne peuvent pas faire ça à l'école, comment faire? Oui, parce que ce n'était pas du fait de l'enseignant. Les enfants ont incarné ces valeurs. On leur a dit qu'ils sont de telle caste, de telle caste. Ouais. Mais
il y a l'autorité de l'école qui est là. Par exemple, l'enseignant qui a dit, par exemple, que ben, toi, tu t'assieds. Parce qu'ici, il n'y a pas de forgeron et il n'y a pas de, de race pure. Donc, tout le monde s'assied dans la même classe pour apprendre. Maintenant, le proviseur, qui est la première autorité de cette école, cautionne et soutient cet enseignant-là. Au niveau de l'école, c'est résolu. Ces enfants ne devraient pas sortir. S'ils sont sortis, l'école a une punition, on les punit. Et le reste de la société, parce que le proviseur a reçu l'autorité de l'État. Donc, il est là à 2 niveaux pour transmettre les connaissances, transmettre les compétences, et en même temps, il sert d'autorité pour réguler la bonne conduite. Donc, moi, je pense, selon l'explication qu'a donnée Mme Manda, il n'y a pas eu de déficit d'autorité de l'enseignant. Mais le problème, c'est entre les deux qui ne sont pas de la même catégorie. Il y a eu déficit, en fait, parce que si les enfants sont sortis. Et déjà, peut-être pour compléter un peu, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait que l'État aussi montre sa volonté pour essayer de construire la paix. Moi, je pense que nous autres qui avons eu la culture de la tenue scolaire, c'était dans ce sens que l'État a instauré les tenues dans les établissements. Moi, quand j'ai fait le primaire, il n'y avait pas de tenue. J'ai rattrapé la tenue en classe de 5e. À l'époque, ce n'était pas facile. Est-ce que l'État ne fait-il pas des efforts pour Mais je pense que de nos jours, peut-être, par exemple, on peut parler d'acceptation de cette classe. Mais ce n'était pas seulement le Tchad. Hein. Je pense que Mariam Abba, dans son écrit, a relevé ce problème. Je pense qu'au Tchad, même au dialogue, même au dialogue national, une haute autorité du pays a évoqué cette question. Qui entre maintenant dans la ligne droite de séparation. Voilà la question. Comment faire? Est-ce qu'on a un exemple de famille qui peut nous aider à embraser toute la communauté à la construction de la paix? Voilà. Toujours ne pas baisser les bras. Maman a déjà tout dit. Il faut toujours continuer à mener la lutte. Il faut changer peut-être des stratégies. Moi, j'ai fait des enfants rapprochés. Et le plus petit, il était très éveillé par rapport au grand. Mais avec des stratégies, je suis arrivée à lui dire que, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta grandeur, tu es le petit frère. Voilà. Je les ai accompagnés et après, ils sont devenus vraiment des complices. Moi, je pense qu'il faut toujours continuer à lutter et à dire aux êtres humains que nous sommes tous égaux. Nous sommes égaux. Quelque part, une chanson tchadienne dit quoi? Donc, nous sommes tous égaux. En tout cas, nous avons intérêt. Voilà. Nous avons intérêt. Et dans les écoles, on n'a pas arrêté de gérer des situations pareilles. Il faudrait que les parents, il faudrait que les autorités accompagnent cela. Un frère, grand frère, est venu poignarder son cadet pour un problème qu'ils ont géré à la maison, que le petit frère lui avait manqué de respect. Et il l'a suivi à l'école, il a demandé la permission de voir le petit frère comme toute autre visite de la famille. Finalement, quand le petit frère était sorti pour s'approcher de lui, on a vu que par la suite, c'est le couteau qui était en train. Et lorsqu'on a convoqué les parents, c'était un petit problème de la maison que le petit frère a manqué le respect au grand frère en lui disant que j'ai fini le Coran avant toi. Juste vous savez, vraiment, le sujet est vraiment intéressant, mais malheureusement, le temps imparti pour notre émission est terminé. Je vais peut-être vous donner 20 secondes pour clôturer, parce qu'on est vraiment au bout du temps. Oui, madame, vous avez la parole. Juste 20 secondes. Nos sourires à nos prochains. Qu'on partage la joie de vivre qu'on en a avec eux. Ça peut les contaminer, parce que des fois, tu peux sortir, tu dis bonjour à quelqu'un, il ne te répond pas. Hein? Mais est-ce que ça doit te décourager à ne pas lui passer ta bonne manière de faire, ton humeur, ta grâce? Voilà. Okay. Il faut accompagner-nous les uns les autres pour... 20 secondes pour votre mot de fin, Madame Manda. Alors, nous sommes dans un monde qui aspire à la paix. Notre société aspire à la paix. Notre pays aspire à la paix.
Mais il n'y a pas paix sans acceptation. Et puisque nous sommes aussi dans la logique de développement, il n'y a pas de développement sans la paix. Pour qu'il y ait bonheur, développement, la condition absolue, c'est de vivre dans la paix. Donc, nous encourageons les familles à toujours continuer à donner des bonnes manières aux enfants afin qu'ils soient des enfants modèles. Merci, ainsi, nous allons merci arriver Monsieur à une Mukasa société pour modèle clôturer. et un pays de paix. Moi, je pense qu'on doit, Voilà. on doit changer le paradigme de la paix, la conception de la paix. La conception de la paix aujourd'hui dans le monde, c'est l'équilibre des forces. C'est avoir, si celui-ci a 3 voitures ou 3 camions, moi aussi je dois, c'est l'équilibre des forces. Il faut changer ces paradigmes-là et revenir, je pense que sur la proposition de la paix que prône Jésus, Ouais. dans la réconciliation, dans l'amour du prochain, dans l'harmonie de l'autre, dans le pardon à l'autre. Et c'est de cette paix-là simplement qu'on pourra avoir une paix véritablement durable. Et au niveau politique, au niveau social, cette paix peut s'appuyer à partir de notre éducation. Et Madame avait, je vais terminer, ça me tenait à cœur. Madame avait dit, aujourd'hui, on ne tape pas. Et oui, parce que taper, c'est de la violence. Taper, c'est de la violence et ça donne les germes de la violence aux enfants. Et en réalité, même en éducation, quand vous tapez sur l'enfant ne comprend pas bien à certaines choses. Donc, ces éléments, je pense qu'il faut... Malheureusement, nous allons nous arrêter à ce niveau. Le temps imparti est terminé. Donc, chers téléspectateurs, merci pour votre patience. Nous avons discuté du thème de la construction, du rôle des familles dans la construction de la paix durable. Le temps imparti nous a été pas suffisant, mais qu'à cela ne tienne, nous vous invitons prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir et à très bientôt. Merci.